Merci d'être ici. C'est toujours un bonheur de voir des gens venir braver en hiver la pluie et en été les belles terrasses pour s'enfermer dans un musée. Qui plus est si on est enfermé ce soir. On va beaucoup parler d'architecture et à mon sens peut-être d'enfermement au sens un peu aussi foucaldien du terme, de cette idée d'être enfermé mais d'être vu, on me fait signe, on va parler dans le micro, mais d'être vu d'un même point de vue comme dans l'histoire du panopticon. Mais je crois que ce qui est le plus important avant de démarrer est de passer les remerciements d'usage, même si j'ai beaucoup de plaisir ici à remercier les gens qui m'ont invité ici, de Jessica, Odile, en passant par Fabrice Ergotte, François qui vient de parler, bref, toute l'équipe du musée, les techniciens qui ont beaucoup aidé à ce que cette exposition puisse se faire. Elle a été faite dans des conditions assez tendues par rapport à une autre actualité que j'avais ailleurs au même moment. Voilà, c'est important de le dire parce que j'aime dire souvent que l'art, c'est tout ce qu'on ne voit pas, en fait. C'est tout ce qui est invisible. Et dans cette invisibilité, il y a aussi il y a des énergies, des facteurs. La lecture que je vais présenter ce soir démarre sur ce panneau un peu de manière, un peu comme un papier peint, puisque je ne vais pas beaucoup en parler, si ce n'est que si on s'est amusé pendant l'attente à lire verticalement et horizontalement certains croisements, on découvre comment certaines idéologies se croisent et se recroisent, et à mon sens, ce qui représente aujourd'hui justement le monde des idéologies est vraiment à l'image de ce chaos organisé, de cette espèce de labyrinthe qui a son sens à lui-même et en même temps qui donc fait croiser le confucianisme avec, j'ai du mal à lire, en tout cas toutes sortes d'extrémismes. Le sionisme avec le nationalisme. Voilà. Le panarabisme avec l'idéalisme et le capitalisme, etc. etc. Donc là, cet élément est vraiment important dans le sens où le plaisir que j'ai pris ces dernières années, depuis que j'habite plus à Paris d'ailleurs, depuis que je me suis un peu éloigné de cette ville que j'aime beaucoup, et où j'ai pu, dans la ville de Berlin, trouver un peu plus de calme, ça a été de réinvestir en fait le champ de recherche d'une pratique artistique, de revenir en fait pas forcément à une réflexion, mais à l'histoire des choses. Vous connaissez un peu plus ou moins les thématiques qui m'intéressent et que j'ai traité, mis aussi en vis-à-vis dans cette exposition, que sont l'architecture et le rapport au corps. À Berlin, dans les quartiers est de Berlin, pas loin de Danzigerstraße où j'habite, on découvre, après un certain temps, un environnement urbain qui, paradoxalement, en fait, n'a rien de sexy. Et moi, j'aime bien dire que je retrouve à Berlin-Est Garges-les-Gonesse, en fait. C'est-à-dire qu'une architecture du logement social moderne, pas vraiment plus comparable aux grands ensembles des années 70-80 qu'à la Cité radieuse. Et donc, ces 5 dernières années, parce que ça fait 5 ans maintenant, j'ai donc réappris à regarder différemment ce que je regardais en étant très jeune comme des prisons à ciel ouvert. Architecture. Le rapprochement que je fais très souvent, comme dans le titre de cette exposition, entre le corps et l'architecture, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est Le Corbusier lui-même dans le modular, on le voit dans ces deux visuels, ou notamment dans le visuel qui est à droite, qui a inspiré la couverture, enfin le projet du modular, qui est un des dessins qui résume le projet du modular, et dans le visuel qui est à gauche, qui, je pense, représente un moine, mimant donc le rapport à l'espace dans une des cellules, peut-être au couvent peut-être à Notre-Dame-du-Haut. Alors, ce qui est très important dans ces deux éléments qui précèdent toute cette succession d'images que vous allez voir défiler et qui correspondent vraiment à la fois à l'univers dans lequel j'ai grandi, mais aussi paradoxalement aujourd'hui dans l'univers que je suis amené à survoler très souvent, puisque quand on arrive à Roissy-Charles de Gaulle, si on regarde un peu par la fenêtre, ou quand on arrive à Berlin, c'est ce qu'on voit en fait. C'est cette idée que dans toute cette
cette histoire qu'on pourrait retracer aussi bien de l'art en fait que de l'architecture, on a à un moment donné des liens qui s'opèrent entre l'économie, entre la politique, entre l'esthétique, entre l'éthique, entre la résistance, l'oppression, mais surtout quelque chose qui est absolument récurrent, outre le fait que, par exemple, des matériaux comme le verre ou le béton sont devenus ont été globalisés en fait. Ils ont à la fois été globalisés et ont aidé à la globalisation d'une certaine architecture, d'une certaine esthétique. Paradoxalement, à travers cette sensibilité artistique personnelle, ils ont fait l'écho de quelque chose dans ma pensée, très tôt. Je me rappelle, très très jeune, j'avais une particulière affection pour les parallépipèdes qui ressemblaient plutôt à la Kaaba, en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas encore dans cette dynamique de recherche actuelle. Et donc ce qui m'a vraiment intéressé à travers depuis toutes ces années, c'était de regarder cette esthétique qu'on a à la fois refusée, qu'aujourd'hui on a un peu tendance, à mon avis, exagérément, je parle de l'esthétique des grands ensembles, à fétichiser, un peu dans l'art contemporain notamment. J'ai commencé à aller petit à petit à travers l'histoire du XXe siècle, notamment en Allemagne avec le Bauhaus, à essayer de comprendre comment différentes influences venant de Russie, avec les Wiktemas par exemple, venant d'un projet qui est un projet fantastique, le projet du Bauhaus, qui était un projet à la base judéo-marxiste, qui démarre à Weimar, qui termine à Dessau, et puis les gens s'en vont, certains comme Mendelssohn vont aller en Israël, d'autres vont aller à Londres, bref. J'ai commencé à essayer de m'intéresser à travers la façon dont le modernisme en architecture a utilisé le béton comme instrument, mais l'a aussi imposé, à ce qui pouvait justement faire que ce matériau, finalement, dans certains contextes, était accueilli, était reçu avec énormément de facilité. Et c'est là où justement, je fais juste une parenthèse pour vous dire que dans cette présentation, je vais montrer très peu d'œuvres, qui plus est parce que nous sommes dans une exposition, mais que parfois, comme sur cette série d'images de Rocher Carré, on a besoin de revenir, notamment lorsque je parle justement du béton comme de l'ordre et de l'émotion, comme si ce matériau alliait l'ordre et l'émotion. Louis Kahn appelait le béton la pierre liquide, par exemple. Donc cette idée justement d'un matériau qui à la fois rassemble et que de Louis Kahn à Niemeyer, des architectes ont à un moment donné essayé de transformer. Bon. Dans ce projet architectural qui n'a jamais été conçu par un architecte, la plage de Bab el-Oued, recouverte à la fin des années 70 par une espèce de tapis gigantesque de blocs de béton, on a ici l'idée politique d'interdire à toute une population, notamment aux jeunes, d'accéder à la mer. Alors il faut savoir qu'à cet endroit de la ville d'Alger, Alger est une baie. On a en permanence des bateaux qui mouillent en quarantaine, et qu'au début des années 70 jusqu'à la fin des années 70, énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui les harragas, qui étaient en fait des boat people, mettaient des embarcations sauvages sur la plage et rejoignaient la nuit clandestinement ces bateaux qui mouillaient en quarantaine pour pouvoir partir. Bon, lorsque cette plage a été... moi je l'ai connue, elle était encore plus grande que ça. Là ils l'ont rapetissée parce qu'ils ont construit un stade, puis le problème ne se pose plus. Les Harraga partent de Annaba, maintenant d'autres villes. Mais ce qui est très intéressant, c'est ici, on le voit de manière très succincte, comme ça un peu aussi parce que à un moment donné, comme l'œil du photographe, et vous le connaissez à travers d'autres œuvres, s'intéresse plus au vide en fait. Mais ce qui était intéressant, c'est que la première chose que la population, et notamment tous les jeunes adolescents, la première manière dont ils ont réagi a été de s'approprier cet espace qui était censé les interdire en fait, leur couper cet accès à la mer. Et dans cette appropriation, on trouve des jeunes qui tuent le temps toute la journée en fumant et en buvant des canettes de bière. Moi, je sais souvent que pas mal de copains algérois me disent « mais fais attention quand tu vas photographier là-bas, parce que dès que tu rentres dans les blocs, il y a beaucoup de cas sociaux, etc. » Et on sent bien effectivement que
tout le monde ne peut pas, surtout aller derrière les blocs, ça commence à devenir assez glissant et puis, enfin, de l'autre côté, on peut même pas sauter dans l'eau puisque c'est une marée de béton. Mais encore une fois, il y a un mot important par rapport à cette étape, c'est la réappropriation. C'est-à-dire que, encore une fois, on nous, à un moment donné, interdit quelque chose, un accès à un espace, et cet espace va être réapproprié. De la même manière, d'une certaine manière, que l'esplanade de la Défense qui a été construite à un moment donné par des architectes qui ont pensé créer un agora dans lequel tout le personnel du bureau allait se retrouver à déjeuner à midi dans une espèce de fantastique agora, est devenu, avec la pluie, le froid, les vents qui arrivent à 180 km/h du fait des gratte-ciel, une esplanade à la fois glauque et même un peu, enfin, très désagréable, mais que les rollers et les skateurs se sont appropriés en fait, à un moment donné, jusqu'à temps qu'on les interdise. Donc cette idée de la réappropriation, je viens de vous faire une comparaison avec une pratique que je considère très bourgeoise, même si à un moment donné, moi j'étais fan de roller. Le skateboard montre comment la réappropriation, dans mon esprit, n'est pas quelque chose d'exotique en fait. C'est quelque chose qui est un instinct. On en parlera plus tard, je crois même que le corps, lorsqu'il est coupé et qu'il se cicatrise, c'est une sorte d'instinct génétique d'une forme de réappropriation. Alors, pourquoi la réappropriation ? Dans une conférence, une personne était venue me voir, c'est un sociologue, un politologue, je crois, qu'on me corrige si je me trompe, qui s'appelle Achille Mbembe. Il est venu me dire, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a réappropriation, parce qu'il y a eu des possessions à un moment donné. Et je pense que la grande question de la réappropriation telle que je l'ai conçue, je vous parle aujourd'hui, nous sommes réunis après plusieurs années de travail et aussi de dialogue avec des différents scientifiques, des sciences sociales, notamment quand j'étais en résidence à la Smithsonian aux États-Unis, à Washington, où des anthropologues me disaient « Ah, c'est pas la réappropriation, c'est l'appropriation ». À Paris aussi, on m'a dit « C'est l'appropriation ». Je tiens vraiment beaucoup au « re ». Je crois que ce « re » est important. On va y arriver. Là aussi, pour revenir tout à l'heure dans notre monde de l'art, on a toujours tendance, particulièrement de l'art contemporain, on a toujours tendance à voir les choses avec une certaine spontanéité en fait. Ce qui est une manière de réfléchir qui peut être très intéressante. Mais à mon sens, assez frustrante si on essaie d'établir à un moment donné on essaie d'établir une vision qui irait au-delà d'un horizon, en fait. On essaie d'aller très loin. Bon, à chaque fois que j'entends parler du logement social, on prend comme référence le travail de Le Corbusier, La Cité radieuse. Bon. Alors que le familistère de Guise est, à mon sens, le premier logement social de l'histoire. À chaque fois qu'on entend parler de l'esthétique moderne en architecture, pareil, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius. Étienne Louis Boulet ou Nicolas Ledoux sont les premiers architectes modernes de l'histoire. Ce qui est très important dans cet exemple, c'est que, par contre, la même amnésie se passe à un deuxième stade, qui est là, pour le coup, beaucoup plus gênant, en fait. Bon, là, on a un travail magnifique d'Étienne Louis Boulet, de photos d'ailleurs. C'est que, lorsqu'on parle de Le Corbusier, qui est un architecte qui me fascine, que j'aime beaucoup, avec ses facettes positives, ses facettes négatives, personne n'est parfait. Lorsqu'on parle de Pablo Picasso, aussi, on a affaire là à deux génies qui vont à un moment donné de leur histoire, à travers un projet de recherche, un projet intellectuel extrêmement avant-gardiste, vont, parce qu'à un moment donné, ils sont limités dans leur avant-garde, vont aller chercher ailleurs ce qui va les inspirer et ce qui va leur donner à un moment donné ce qu'on dit en anglais la clue. Vraiment l'élément qui va leur permettre de pouvoir passer à une autre étape. Là où Achille Mbembe avait raison de parler de dépossession, c'est que lorsqu'il y a quelques années, à Paris, dans cette ville, que j'aime beaucoup, j'ai assisté, comme vous tous ici, parce que je crois que c'est un des plus gros succès des expositions de peinture, je crois qu'elle avait lieu au Grand Palais, lorsque, à Paris, on organise une exposition qui s'appelle Picasso et les maîtres, où on trouve de Sitombli à Caravage, je crois, en passant par El Greco, enfin, des peintres fantastiques, tous représentés comme étant, à un moment donné, à l'influence du génie de Picasso, et donc forcément quasiment de l'art du XXe siècle, puisque la grande rupture de l'art les deux grandes ruptures, c'est Cézanne et Picasso. Duchamp, je considère que c'est autre chose, c'est un art non rétinien pour moi.
En ce qui concerne l'art rétinien, si on pense à Cézanne et Picasso, on se demande à un moment donné, dans cette généalogie des choses que j'essaie de tisser, un peu comme Ariane avec son fil, il y a une amnésie là quelque part. Comment on peut, à un moment donné, il y a à peu près 2-3 ans, organiser une exposition en plein Paris sur Picasso et les maîtres sans aucun masque africain? Et qui plus est, sans aucun masque songui, parce que cette ethnie du Congo, du Bas-Kassai, est l'ethnie que Picasso, comme beaucoup de peintres, a découvert à un moment donné au Musée de l'Homme. À l'époque, on ne parlait pas encore d'art, c'était des éléments ethnographiques. Et si vous voulez, là, encore une fois, c'est à la fois l'artiste qui parle avec sa sensibilité artistique à travers un projet de recherche artistique, mais c'est aussi forcément, et c'est pour ça que je parle de réappropriation, l'individu, l'histoire, la guerre d'Algérie, la dépossession dont parle Achille Mbembe, l'histoire des choses. Lorsque vous vous retrouvez devant cette photographie que j'avais effectuée à Gardaïa il y a quelques années, vous avez la même énigme, le même problème. Vous êtes en face d'une maison qui a été conçue au début du 19e siècle. Lorsque Le Corbusier arrive à Gardaïa en Algérie, d'abord à Alger pour donner 2 conférences à l'université d'Alger au département d'architecture, il vient, il donne ces 2 conférences, il va visiter la Casbah en fait. Il va passer énormément de temps à la Casbah, il va être fasciné sur plein de détails, donc il va extraire des choses fantastiques. L'histoire nous le dit aujourd'hui, on le sait qu'il a en fait dans ses bagages 2 livres en fait, un livre en 2 tomes d'un ethnologue français, Marcel Mercier, qui s'appelle La civilisation urbaine au Mzab. Or, en fait, Le Corbusier qui est invité à parler à Alger va se retrouver quelques semaines plus tard à 600 km d'Alger, en plein milieu du Sahara, comme ça. Et il va y passer 3 semaines où il va dessiner Gardaïa du dessus, parce que lorsqu'on arrive à Gardaïa par route, on arrive en fait par une montagne, c'est une vallée le Mzab. Il va la dessiner du dessus, du dedans, Bref, il va s'en inspirer pour définir dans tout son projet moderniste, en tout cas dans tout son projet esthétique et fonctionnel du modernisme, des règles fondamentales. Notamment, et d'autres règles vont lui être confirmées, comme la façade libre, le toit terrasse, il va s'en inspirer. Il va être fasciné par la technique du crépi. Vous connaissez tous le crépi, qui est un matériau qui a été extrêmement utilisé dans l'architecture moderniste. Depuis 3000 ans, on utilise le crépi à Gardaïa, parce que, vous savez bien, le crépi, quand on se cogne contre un mur, on se fait mal, parce qu'il y a plein d'aspérités. En fait, c'est une technique de couverture qui permet aux architectures du désert, du fait de ces millions d'aspérités, donc de millions de zones d'ombre, de garder l'intérieur d'une maison pendant la journée au frais. Et par ces millions de micro-aspérités, d'accumuler la chaleur de la journée et de garder la maison, pendant les nuits du désert qui sont très fraîches, au chaud. Cette technique va être répandue par les modernistes d'un point de vue complètement esthétique, pas du tout fonctionnel. Là, on est dans l'exotisme. Voilà la chapelle de Ronchamp, Notre-Dame du Haut. Pour moi, le plus grand chef-d'œuvre de Le Corbusier, et ce qui m'intéresse le plus, parce que bien qu'elle fût achevée, je crois, dans les années 50, en 53, en 55, je me souviens jamais, lorsqu'il rentre de Gardaïa, il a déjà le projet dans ses carnets. Il l'a dessiné. Il s'en est inspiré, d'abord de la ville de Gardaïa, qu'on voit ici. Il arrive donc à la fin des années 20 et il découvre Gardaïa, il est en face de ça, mais surtout d'un mausolée de Gardaïa qui s'appelle le mausolée Sidi Ibrahim, qui, je ne sais pas si j'ai dans cette lecture, je ne crois pas d'ailleurs, des photos de l'extérieur et de l'intérieur de ce mausolée, mais je vous invite à aller chercher sur Internet, parce que, évidemment, là où le génie de Le Corbusier, comme celui de Picasso, est juste, c'est que, et c'est là où justement je rétrograde un peu mon regard un peu vindicatif du fait de ma propre histoire, surtout sur le regard de Le Corbusier, c'est qu'il va, à un moment donné, inventer un regard. Il va inventer un regard sur cette architecture. Il va comprendre que, par exemple, cette architecture se passe de meubles. Il va comprendre que les murs, les creux, notamment les volumes qui sont dessinés dans les murs, servent de poser des livres. En général, des Corans d'ailleurs, parce que c'est la civilisation urbaine au Mzab, Gardaïa, les Mozabites, ce que Le Corbusier, fasciné par cette population, appelle les Huguenots du désert. C'est une civilisation qui arrive à la fin du XIe siècle dans cette région. Elle fuit en fait le sunnisme. Quasiment tous les ibadites, en fait on dit
les Mozabites, ce sont les habitants de la région, ils pratiquent un islam qu'on appelle ibadisme. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, ce sera trop long, c'est juste pour votre information. C'est vrai que très souvent les gens confondent Mozabites et ibadites. En fait, c'est la même chose. Les Mozabites pratiquent l'ibadisme. Donc parfois on dit ibadite. Donc ils découvrent cette civilisation. Là aussi, une architecture qui date du début du 19e siècle. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Alors, je vais aller plus vite sur des images qui sont des images de la Casbah à Alger et revenir sur Gardaïa, où on est, encore une fois, dans cette esthétique. Pour ceux qui ont passé du temps à Mexico et qui ont visité la fabuleuse architecture de Luis Barragán, on retrouve Luis Barragán rencontre Le Corbusier de 31 à 34 à Paris, ils deviennent amis, ils passent presque 3 années ensemble. Lorsqu'on est au couvent des Carmélites, je crois, à Mexico de Luis Barragán, on est dans une maison de Gardaïa. C'est d'ailleurs extrêmement émouvant à ce niveau-là, mais extrêmement émouvant. Lorsque vous allez sur la terrasse du couvent, le toit, en fait, les murets, en fait, qui contournent le toit, jusqu'à aujourd'hui, la ville de Mexico l'a respecté, vous isole du reste de la ville. Vous avez un point de vue sur le ciel. Pourtant, c'est pas une architecture très haute. Bon, ben ça, là, on reviendra après, mais ça, c'est typiquement, c'est un élément typique de l'architecture islamique. Bon. Alors, je continue donc assez rapidement sur ces images de Gardaïa, qui sont des images à différentes époques, certaines que j'ai faites comme celle-ci. Alors voilà le mausolée Sidi Ibrahim, qu'on voit d'ailleurs de l'intérieur, et comme vous pouvez voir, effectivement, les parois des murs sont creusées, et donc c'était un lieu où on venait se recueillir. En général, on y posait des livres saints. Donc un rapport, encore une fois, à l'architecture qui est, pour un œil moderniste, qui est vraiment extrêmement fonctionnel. Donc Gardaïa, on va sortir de Gardaïa par la petite porte, je dis toujours, avec cette image après ces vindications de ce couscous géant de 5 mètres de diamètre que j'ai créé à titre posthume pour Le Corbusier, en intitulant cette œuvre « Bon appétit, Monsieur Le Corbusier », où j'ai associé d'ailleurs Fernand Pouillon à droite, chez qui on va revenir, et où justement il est à un moment donné question de cette pratique qui est quand même, à mon sens, la plus difficile. Je crois avoir croisé quelques artistes dans la salle, et c'est quelque chose auquel j'attache une importance très particulière, parce que c'est, pour les non-artistes, on ne s'imagine pas à quel point il est très difficile d'aller au-delà de l'archive lorsqu'on est plasticien. À quel point, là encore, Michel Foucault, l'archive est une autorité, elle vous dicte ce qu'elle veut bien vous dicter, et vous cache ce qu'elle ne vous montrera pas. Et lorsqu'on est investi avec beaucoup de passion sur des questions qui vous touchent aussi bien politiquement qu'à titre personnel, à un moment donné, c'est un peu l'homme face à la mer de Caspar David Friedrich, on est devant un océan de connaissances, de mythes aussi, puisque l'archive est une forme de mythe, et on doit réinventer quelque chose. Et le peu d'œuvres que je vais associer à ce travail sont des tentatives de réinvention, d'aller au-delà, d'apporter comme ça, encore une fois, par la petite porte quelque chose. Cette ville de Gardaïa reproduite en couscous, qui, on la voit en très bon état, à chaque fois qu'elle a été exposée, elle finit avec des moisissures, des vers, des mouches, voilà, c'est la fin des utopies. La notion islamique, elle est très importante, bien que je ne sois pas particulièrement bigot, dans l'architecture, encore une fois, ibadite, et dans l'architecture, dans mes recherches artistiques, à travers cette question, et parce que c'est vrai que c'est quand même un privilège d'avoir eu, à un moment donné, sa propre histoire qui a croisé, en fait, donc l'Afrique du Nord, donc la France, l'Afrique du Nord et le Congo, où j'ai vécu pendant 4 ans, et où j'ai fait très 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 peu d'interventions sur le sujet, mais où cette Afrique a fait un écho immédiat en moi, et je ne regarde pas effectivement cette architecture dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, et la problématique en tant qu'artiste de créer une œuvre à partir de cela, sans le prisme de l'Afrique. Ce qui est très important, c'est qu'il y a extrêmement peu d'architectes à travers cette époque coloniale qui ont compris cela, que les choses n'étaient pas arrêtées en fait, qu'on ne pouvait pas arriver dans un pays et importer quelque chose. Fernand Pouillon est un de ceux-là, avec Roland Simonet par exemple. Fernand Pouillon, lorsqu'il fait ce marché à Dia el-Saada, que vous voyez derrière, il est complètement dans un regard par rapport au contexte dans lequel il est. Bon, malheureusement,
il n'a pas souvent été écouté. Dans l'architecture de droite aussi, hein, c'est Pouillon aussi à droite. Dans cette architecture magnifique dont j'ai pas de photo, la cité des 200 colonnes, mais dont vous pouvez voir à un moment donné dans ce projet, mais qui est un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'architecture du logement social, qui existe toujours aujourd'hui à Bab el-Oued. Vous pouvez voir dans la photographie qui est ici, de cette personne qui est une amie et qui entre à un moment donné de manière très élégante dans cette architecture qui a l'air à la fois un peu fatiguée mais qui se tient toujours droite. C'est la force de Fernand Pouillon d'avoir conçu des architectures, j'aime bien dire, médiévales en fait. Il a beaucoup travaillé, d'ailleurs je crois qu'il refusait le béton, il a dû produire des choses en béton, mais globalement il travaillait avec la pierre pour cela. Les architectures de Fernand Pouillon sont massives, elles tiennent. On le voit ici, c'est un autre plan de Dir es-Saada. Mais ce que vous remarquez plus attentivement, c'est que c'est que sur des détails comme ici, hein, sur tous ces détails qui ne sont pas des caprices esthétiques et exotiques, qui sont de réelles ventilations, qui correspondent à de réels systèmes de confort, en fait, Pouillon va citer Gardaïa, va s'inspirer de Gardaïa. Il arrive après Gardaïa, mais il va s'en inspirer. Vous voyez bien encore ici les points de comparaison, les analogies possibles avec Gardaïa. Dans cette architecture qui est beaucoup plus proche du logement social de Fernand Pouillon, toujours à Dir es-Saada, on n'a malheureusement pas la vision que j'ai eue de l'intérieur, où, pour le coup, j'allais dire le respect en fait des pratiques locales et de la culture locale de l'espace, notamment la cour intérieure, ne se voit pas donc sur ces images. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur cet architecte que j'aime beaucoup, Fernand Pouillon, sur cette église que vous pouvez toujours aller voir. Je vous invite de vive voix d'aller à Alger, et où cette église qui était conçue à la base comme une église devient une mosquée. Alors bien sûr, on peut me dire ouh là là, mais quel drame. Mais aujourd'hui, à Alger, il y a des mosquées il y a des églises devenues mosquées dont on apprend en fait qu'elles étaient des mosquées à la base. Donc si vous voulez, cette histoire de réappropriation des possessions, elle est fascinante, parce qu'en fait c'est une boucle sans fin. Et la réappropriation, lorsqu'on est, encore une fois, face à une production de sens et d'émotion artistique, face à des documents d'archives, comme la fin d'un chantier ici, où les éléments comme ces pièces de tôle ondulée sont récupérés, lorsqu'on est aussi un architecte, comme Roland Simonet avait l'habitude, il l'a remarqué d'ailleurs, il avait l'habitude d'être très attentif à ça, c'est que, notamment à la fin de certains chantiers sur lesquels il a travaillé au Maroc, il a découvert que les ouvriers emportaient avec eux à la fin de la journée des tôles ondulées, des madriers, des vieux parpaings, etc. Et enfin, 2 à 3 kilomètres de là, du chantier, il a découvert l'équivalent d'une médina, en fait, d'une structure, d'un bidonville conçu exactement selon les règles urbaines des civilisations d'Afrique du Nord. Roland Simonet est algérois, hein. Il grandit à El Biar, donc il a un regard par rapport à ça qui lui, pour le coup, pas du tout exotique. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que non seulement lui va aller au-delà, il va prendre les mesures de chaque logement, il va découvrir avec stupéfaction que ces mesures, à un moment donné, ont quelque chose à voir avec le modulor, donc la règle établie par Le Corbusier comme étant la règle de base, comme un principe de fonctionnement idéal du corps humain dans l'espace architectural, à partir d'une taille moyenne, si tant est qu'on puisse croire que les Pygmées et les Maasai fassent la même taille, il a, à un moment donné, Roland Simonet, ce regard. Je crois que le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce regard. De la même manière que, entre ce regard que j'ai à un moment donné sur cette appropriation, comme certains disent, que j'appelle plutôt une réappropriation, pas pour le matériau, mais pour le geste, la liberté de s'octroyer à un moment donné, de se dire, je décide que cet élément devienne à la fois mien, mais surtout prenne une autre forme. Et dans cette œuvre que j'avais réalisée justement ici à Mexico, ou dans différentes villes du monde, en Ukraine, à Mexico, etc., où j'essaie à chaque fois là c'était en France, à Tours, où j'essaie à chaque fois de reconstruire, de mimer en fait, de faire allusion à la fois à cette réappropriation
et d'une certaine manière à l'absurdité que nous avons, nous, aujourd'hui, spectateurs, face à cette réappropriation. Il faut savoir que dans un lieu comme le CCC à Tours, par exemple, le spectateur n'avait d'autre choix que de marcher sur cet ondulé. Et il cherchait, comme on déambule sur un angle, il cherchait les œuvres. Ici, c'est pareil. Alors, cette idée de réappropriation, cette idée que les architectes, à un moment donné, vont être attentifs de la même manière que j'essaie de l'être à la réappropriation, c'est quelque chose qui va donner des choses vraiment extraordinaires parce que on se rend pas compte à quel point le contexte du modernisme a été à un moment donné plus que sectaire en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un groupe de jeunes architectes, ils sont ici, Candilis, Polanski, etc., dont je pense que Pouillon et Simonet ont à un moment donné insufflé ce mouvement, qui vont contester dans un congrès dans le SIAM de 1954 ou 1959, congrès de l'architecture moderne, qui vont contester devant leur père, Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, l'idée que non, qui vont revendiquer l'idée qu'une architecture doit répondre à un contexte local. Et c'est exactement ce qu'on a devant cet immeuble d'Écochard, je crois, qui avait été construit au Maroc. C'est comment il est possible de concevoir des logements sociaux où l'espace de l'habitant, où la possibilité de se réapproprier son propre espace culturel ne soit pas justement impossible, ne soit pas justement éliminé. Alors, Pouillon, je fais la relation entre cet immeuble ou les architectures de Pouillon ou d'autres projets, est un de ceux qui va justement insuffler ce mouvement, mais ce qui est très important, c'est qu'à travers mon histoire, ces différentes architectures que j'ai connues un peu plus tard en fait, là pour le coup dans les années 70, bien après l'indépendance, ce sont des architectures qui m'ont donné à réfléchir, donc c'est quand même étonnant, des architectures qui ont été pensées par des architectes qui étaient pour le coup pas des architectes algériens, et qui ont justement à un moment donné, comme ici, là on est au Sénégal, qui ont pensé une architecture plus en accord avec le contexte et les coutumes locales. Bon, on est entre Saint-Louis et Dakar. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette idée de réappropriation du corps, elle passe par différentes choses. Elle passe par le simple fait que, 50 ans après, un immeuble de Fernand Pouillon à Alger, c'est ça. Et derrière chaque parabole, il y a quelqu'un. En général, il y a une famille. Hein. Voilà, c'est une signature. Du haut de la terrasse de la photo que vous voyez derrière, qui est cette terrasse, on pourra en parler plus tard, parce que ce n'est pas le propos, mais l'histoire est très belle. Debout sur cette terrasse de la maison de mon père, je vois cette maison en face, qui a été conçue par quelqu'un, hein, architecture sans architecte. Voilà. Nous venons au corps, en fait. Petit à petit, on va commencer à défiler devant différentes images où vous allez voir comment ce corps qu'on croit si loin de l'architecture est en train ne cesse de se l'approprier, cet espace. Dans cette arche de Zatazoul, je crois qu'elle est exposée ici, on voit bien comment le rapport à l'architecture, mais aussi le rapport à l'histoire, le rapport au symbole, c'est quelque chose. Les enfants que j'ai photographiés qui jouent au foot en utilisant cette arche romaine comme but d'un match de football, savent ce que c'est. Alors, la première question que je leur ai posée lorsque je suis arrivé, c'est mais qu'est-ce que vous êtes fous? Et ils te disent, et alors? Je leur dis, mais c'est rare ça, mais on sait, Asar Romani, ce sont des ruines romaines. Et alors, c'est très bien, on joue au foot depuis des années, nos grands frères jouent au foot. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant devant des images aussi poétiques, c'est le rapport décomplexé avec l'histoire, le rapport décomplexé pour le coup avec les mythes aussi. C'est exactement, d'une certaine manière, là où ce projet d'exposition, j'en parlais avec les deux commissaires qui m'ont invité, est une prélude au projet que je présente aujourd'hui à Kassel. Comment finalement, ce corps qu'on croit si éloigné que finalement, je vois plus comme un pays d'ailleurs dont on ne connaît pas toutes les régions, et quelque chose qui est à la fois une entité dans laquelle on vit, dans laquelle l'esprit vit, dans laquelle tous les esprits qui sont ici ce soir habitent leur corps, mais c'est aussi le langage qu'on va entretenir entre ce corps et l'espace. Hein, c'est pas aussi formel, ce n'est pas juste la flèche, la chair du corps,
c'est la géométrie variable que le corps impulse. C'est la phrase dont parlait François tout à l'heure, de Proust, qui est, à un moment donné, dans ce moment intermédiaire du réveil, où c'est tout le temps une histoire d'intermédiaire. C'est tout le temps des espaces interstitiels. Donc, très vite, on est en face, ici, d'une situation qui produit un espace interstitiel, qui pose, à mon sens, la question de à partir de quel moment on va être capable de se réapproprier son corps. Et pour le coup, à travers toute cette documentation d'histoire que je vous présente, je pose une question qui est profondément contemporaine, en fait. C'est ce qu'on voit à travers les questions du rapport à l'architecture sociale, du logement social aujourd'hui, qui est un problème plus que contemporain en France, parce que c'est un problème de société. Hein. Je parle ici de comment les cités dortoirs, les banlieues sont un problème, comment lorsqu'on entre dans une cité dortoir, la bibliographie est énorme là-dessus. On est visible de n'importe quel angle de la cité, de n'importe quel angle. On rejoint le panopticon. Comment, lorsque on se retrouve face à une photo comme celle-ci, on est devant une situation où on se dit, est-ce que on est devant une réappropriation du corps? Est-ce qu'on n'est pas plutôt devant ce que Osvaldo de Andrade appelle une anthropophagie culturelle? Alors, ici aussi, est-ce qu'on n'est pas dans un cannibalisme culturel? Est-ce qu'on n'est pas dans une manière dans une réappropriation ou dans un mimétisme comme une résistance? En 1998, lorsque je photographiais une de mes amies transsexuelles qui, à l'époque, n'avait pas fait sa transition, je me souviendrai toute ma vie de cette phrase. Elle était très très belle, elle avait un très beau corps et un sexe d'homme. Et elle me disait, avec des larmes aux yeux devant le miroir, parce qu'elle devait voir le psy pour qu'il lui donne l'autorisation, pour qu'il lui donne son accord, pour qu'elle puisse faire sa transition, elle me disait, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord, d'ailleurs je me souviens, et elle me disait, mais tu peux pas comprendre, moi tous les jours quand je me regarde devant la glace, et elle enlève son peignoir, je sais plus ce qu'elle avait, et elle est nue devant le miroir, et il y a toute cette... et elle me dit, quand je me regarde, il y a quelque chose qui va pas, la nature a fait une erreur, je dois réparer ça. Voilà. Je dois réparer ça. Et cette idée de la réparation, en plus de la fascination que j'ai toujours eue pour, à travers à la fois mes origines, où la dualité et aussi l'ambiguïté a toujours été un élément incontournable, un obstacle même parfois, cette idée de la réparation m'a vraiment ouvert une nouvelle perception de l'autre, en fait. Finalement, l'altérité, qu'est-ce que c'est? C'est qui cet autre? Cet autre, si je vous demande c'est qui cet autre, cet autre c'est vous. Cet autre, lorsque vous vous posez la question de l'autre, c'est vous. Et en même temps, c'est quelque chose que vous ne saurez jamais, en fait. Et à travers les différents clichés que j'ai pratiqués sur ce travail que vous pourrez voir en fin d'exposition, des clichés aussi forts, aussi simples aussi, comme celui-ci, ou même d'autres comme ça, glamour. J'ai toujours été profondément attentif à l'idée que passer d'un monde à l'autre, en emmenant avec soi sa valise et son instrument de musique, à savoir sa culture, c'était le plus bel exploit qu'on pouvait faire et c'était le plus difficile. Les transsexuelles algériennes que j'ai photographiées, elles me fascinaient surtout parce qu'elles reproduisaient exactement, dans le contexte privé, j'ai toutes les images, une vie algéroise, avec les salons de thé, avec le henné ensemble, même la manière de fumer un pétard, c'était à l'algéroise. Lorsqu'elles se prostituaient pour gagner leur vie parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix, elles s'habillaient en cuir, latex, en occidental. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, pas par rapport à leur sexualité, je me suis jamais posé la question. Ça m'a marqué par rapport à mes origines, et par rapport au fait de passer d'un contexte à un autre et d'avoir à jouer un rôle. Lorsque j'arrive en Inde et que je découvre dans la rue des hommes bleus de barbe, habillés en femmes, avec des bijoux,
déambulant dans le fourmillement des rues de Bombay sans que personne ne fasse attention. Je ne sais pas si elle est là, mais j'y étais avec une amie trans qui a eu la même impression que moi et qui m'a dit voilà, et j'ai compris grâce à elle. Quand je vois ça, quand j'avais vu ça, parce qu'elle y était venue, si je me souviens bien, il y a une vingtaine d'années, je me suis dit c'est là que je devrais vivre. Bon, ça pose quoi en fait? Ça pose la question de l'histoire et de la modernité. Ça pose la question de l'autre à travers la modernité. Comment la modernité, à partir de... bien sûr, la modernité démarre, à mon sens, à la Renaissance. Mais comment, avec le siècle des Lumières, et surtout avec les empires coloniaux, le monde occidental, l'Europe, va dessiner dans la psyché des cultures extra-occidentales des références qui vont être indélébiles. C'est ce qui nous amène petit à petit, à travers cette promenade assez rapide que je fais, j'espère un jour pouvoir montrer ces photos, parce que j'ai réalisé vraiment beaucoup de photos en Inde des hijras, pas seulement ce film que vous avez vu l'année dernière, pour ceux qui ont eu la chance. À partir de quel moment cette question de l'histoire est importante. Excusez-moi, j'ai juste perdu le film, mais on va y revenir. Le corps humain, le principal acteur de toutes les utopies, Michel Foucault. La réparation, là aussi, on a eu des débats avec des anthropologues, etc., sur la question de la scarification, la question de la transformation du corps, la question que je vous présente d'ailleurs ici, avant une autre série qui viendra terminer cette lecture, la scarification, la déformation des crânes, des femmes Mangbetu au Congo, chez les Esquimaux, chez les Mayas, et plus récemment, et ça je souris parce que, je vous dirai ça après, mais c'est quand même extrêmement intéressant, la déformation du corps arrive dans les cultures à un moment donné, selon quasiment toutes à la fois les recherches que j'ai effectuées et aussi ce que j'ai écouté. Je suis allé vraiment parler avec des gens et les questionner sur différentes choses. Les scarifications et les déformations sont des embellissements du corps. Donc, l'idée que le corps n'est pas parfait à la base, que la nature ne l'a pas parfait, et qu'il s'agit de le parfaire par des déformations. Ce sont des réparations. Les élongations de la tête, par exemple, des femmes Mangbetu, que tout le XXe siècle colonial, chez les Belges, du fait des colonies du Congo, en fait, puisque les Mangbetu sont au Congo, et en France évidemment, et aussi en Allemagne, ont exhibé comme des bêtes de foire, des bêtes de cirque, dans les expositions coloniales. Au même moment que ces corps arrivent, que ces images arrivent en Occident, avec les expositions coloniales, avec ce qui se passe en Belgique, avec l'iconographie coloniale, on a deux types de choses réparées qui vont être, donc d'une part ce que je viens de dire, d'autre part complètement cachées dans les musées. Ce sont tous les objets traditionnels, sacrés ou profanes des cultures extra-occidentales qui ont été réparés, soit avec un élément occidental, par exemple un très beau fétiche que j'avais vu dans les collections de Smithsonian, qui avait 2 coquillages à la place des vieux, et vraisemblablement on a perdu un il y a une 50aine d'années, et alors c'est extraordinaire, le coquillage avait été changé par un bouton de chemise occidental en nacre. Bon, là ça balaye l'art brut d'un coup, surtout que quand on se rend compte que c'est pas un élément isolé, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a été l'objet de toutes ces recherches, c'est de découvrir qu'il y en a des millions. Bon. Au même moment, alors que ces objets que la pensée occidentale va s'empresser de garder pendant presque un siècle dans les stockages, ou de montrer, celui que je viens de vous décrire, on ne l'a pas montré, ça c'était pas possible. On a montré les objets réparés avec des agrafes, mais sans jamais parler de la réparation. Alors que la réparation est tellement évidente, parfois elle donne à l'objet une nouvelle forme esthétique. On a des calebasses cassées, où la réparation est une tresse extraordinaire de nattes, ça peut pas être, c'est plus qu'une réparation. Au même moment, le XXe siècle va découvrir la première horreur dans son histoire, parce que malheureusement il y en aura une deuxième, c'est la Première Guerre mondiale. Et au même moment que ces objets sont cachés par la pensée, par les sciences sociales qui ne savent pas trop quoi faire et qui les considèrent comme des objets non catégorisables, reviennent du conflit mondial, de la Première Guerre mondiale, des millions de personnes blessées, qu'on a appelées les gueules cassées, et qui vont relever, à mon sens, une problématique qui est
une parfaite analogie avec ce dont je parlais tout à l'heure sur la réparation. Puisque les conséquences de ces réparations que vous allez voir au départ, je ne sais pas si j'en ai mis beaucoup, mais je préfère pas en mettre trop parce qu'il y a des images un peu dures. Mais qu'au même moment, on a affaire à des réparations qui relèvent plus de, quasiment ici, de la réparation du fétiche africain, puisque j'ai un masque en fait Songi qui a exactement la même réparation avec une plaque vissée, etc. Il faut savoir que les réparations dans un premier temps étaient faites sur les champs de bataille. Il faut aussi savoir que sur les champs de bataille, le personnel était tellement manquant que très vite les femmes ont joué un rôle considérable en fait dans la réparation des gueules cassées sur les champs de bataille, comme Suzanne Noël par exemple avec le docteur Morestin, Hippolyte Morestin, et que ça va avoir en plus des conséquences considérables sur toute l'entre-deux-guerres en termes de pensée. Mais ça, on pourra en parler plus tard si vous avez des questions. Qu'au même moment, on assiste à deux types de réparations qui se croisent et s'ignorent, hein, un peu comme des corbeaux et des pigeons sur une plage. Ils se croisent mais s'ignorent. C'est que d'un côté, une réparation est l'occasion de donner à un objet une nouvelle forme esthétique. On va lui greffer des actes politiques, de résistance, les colliers berbères que l'on retourne et dont on découvre en fait que les parties réparées sont des pièces à l'effigie de Napoléon ou de la reine Victoria, des calebasses dont je vous disais tout à l'heure avec des tresses incroyables, des masques réparés avec des capsules de bouteilles de bière, donc anthropophagie culturelle. Au même moment, des réparations qui illustrent pour moi à la fois la force, mais la grande faiblesse de la modernité, le mythe du progrès, le mythe du parfait, le mythe de la perfection. Au même moment, on balbutie en fait des perfections, comme ici. C'était très très fréquent ça, par exemple. La réparation d'un œil manquant avec des lunettes et avec un œil de verre et une fausse prothèse en œil masqué. Hein. Donc, on en voit une ici aussi. J'en ai mis assez peu en fait. Ou ici une réparation qui a un peu plus de succès, mais où on s'approche de ce dont j'appelle le mythe du parfait. Et là, on est vraiment dans l'illustration de cette idée de la perfection. C'est même à se demander parfois si l'image n'a pas été retouchée. Ben non. Hein, il y a des exploits techniques qui étaient effectués. La compétition était très forte. Hein, entre l'Angleterre et l'Allemagne. En Allemagne, j'ai pu découvrir justement, grâce à Berlin, que le Hippolyte Morestin d'Allemagne, c'est le docteur Joseph. Et pareil, il a fait des choses incroyables. Avec cette différence qu'en Allemagne, j'ai eu énormément de mal à être accueilli et reçu dans les musées de la guerre, parce que la Première Guerre mondiale pour les Allemands, c'est une honte. Lorsqu'on parle des gueules cassées, c'est on me l'a expliqué en disant nous avons perdu la guerre, donc peut-être que vous en France ce sont des héros, et c'est vrai, ça a été des héros. En Allemagne, on en a honte. Donc j'ai quand même pu avoir accès notamment au Hygienemuseum de Dresde et à Frankfurt Museum, au Historisch de Francfort, à une certaine documentation. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie pour cette attention.